Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir aussi dans vos séminaires du GRAPH. Alors, quand il m'a été demandé de me pencher sur la notion de transparence et ce que la linguistique pouvait dire là-dessus, je me suis dit comment on se sert de la notion de transparence en linguistique. Et à vrai dire, ce n'est pas une notion qui est très fréquente. On la trouve plus spécifiquement quand on s'occupe d'enseignement des langues, lors du passage d'une langue à une autre, et lors du passage d'une langue proche d'une autre. On va dire que, par exemple, quand on passe du catalan au français, il y a des choses qui vont être transparentes. Mais de toute manière, ce n'est pas une notion très usitée en linguistique. Donc, je voulais faire référence aussi, je faisais un petit commentaire en aparté ce matin sur un livre que Julia Kristeva avait écrit au début des années 80, qu'elle avait intitulé « Le langage, c'est inconnu ». Et force est de constater que pas mal de temps est passé et que le langage continue à être en quelque sorte un inconnu. Donc le rapport entre le langage et la transparence pose pas mal de questions. D'abord, le langage comme un dispositif ou le langage comme un résultat, en quelque sorte. Donc, quels sont les apports de la linguistique? Ce sont des éléments de réflexion qu'il faut porter en amont. Ce sont des notions qui peuvent paraître apparemment banales, mais qui vont conditionner la transparence. Je vous les livre tous ensemble. C'est justement langage, langue, contexte, situation, signe et culture. L'apport justement de la linguistique, à mon avis, est dans la combinatoire de tous ces éléments. Le langage serait au milieu des hommes et du réel. Je me suis penché d'un autre côté sur l'origine du mot transparence. Il est attesté en français, ou plutôt en latin, à partir du XIIIe siècle, à travers trans, qui veut dire à travers, et pareo, qui veut dire plusieurs choses en fait. C'est apparaître, paraître et être visible à travers. Donc la question qui se pose, là j'aurais besoin de mettez positif s'il vous plaît. La question qui se pose alors, c'est transparence. C'est le langage qui est transparent ou le contenu qui est véhiculé par le langage. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un langage? Mais avant de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le langage, il faudrait revenir un tout petit instant sur qu'est-ce que c'est qu'une définition. À Paris 7, où j'enseigne à faire justement des définitions, je forme des futurs terminologues, des futurs rédacteurs techniques. Ce n'est pas évident de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une définition. Et au fond, définir quelque chose, c'est la situer par rapport à tout ce qui est autour d'elle. C'est lui donner des limites. Et il faut savoir qu'une définition n'est jamais définitive. Elle change. Elle se fait pour un public, dans un cadre donné, et elle doit poursuivre un but précis. Donc elles ne sont pas passe-partout, les définitions. Donc je continue avec la définition en quelque sorte de qu'est-ce que c'est qu'un langage. D'une manière très globale, on peut dire que ce sont des signes organisés pour véhiculer du contenu. Ce n'est pas seulement une capacité de l'être humain et de pas mal d'autres espèces. Je dis que ce sont des signes organisés pour véhiculer du contenu. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un signe? Il y a une chose qui est commune à la plupart des signes, sur une convention. Sans convention, pas de signe, on pourrait dire. En tout cas, dans le nôtre. Maintenant, il y a plusieurs sortes de signes, et selon la nature des signes, on va avoir affaire à différents types de langage. Si on a affaire à des symboles, on aura affaire à des langages formels, des langages artificiels, comme les mathématiques, la chimie, la musique aussi. Si on a affaire à des signes
d'un type très particulier, c'est-à-dire des signes vocaux produits par l'appareil phonatoire humain, on aura affaire à des langages naturels, c'est-à-dire aux langues. C'est un détail majeur, puisque toute langue est un langage, mais tout langage n'est pas une langue. Et dans la vie courante, si les deux expressions sont synonymes, quand on veut entrer dans les détails et on veut voir quel est le rôle que la transparence peut avoir justement avec ces phénomènes, il faut vraiment le distinguer. Il faut le distinguer aussi parce qu'à l'heure actuelle, où notre société, on dirait qu'elle est très tentée de mettre toute la réalité dans les ordinateurs, les ordinateurs, ils ont du mal à comprendre la différence. Et on a, nous, du mal à leur faire comprendre quelle est cette différence. Donc les langages artificiels ont du mal à gérer un certain nombre de choses qui vont nous permettre, je vais vous donner quelques exemples, de faire cette distinction. Et c'est notamment avec le problème de l'ambiguïté qui existe surtout dans les langues, donc dans les langages naturels. Quand on a affaire à des langages artificiels, on a affaire à des signes qui tendent à l'univocité, donc où il y a peu d'ambiguïté. Et grande différence avec les langues ou le langage naturel, ils ne peuvent pas nous dire le réel. Je ne peux pas dire avec mathématiques ou avec musique ce qui se passe, là par exemple qu'il vient de commencer à neiger, de nouveau. Je ne peux pas le dire. En revanche, avec une langue, je peux lire une formule mathématique, je peux lire une molécule d'ADN, je peux interpréter une carte, qui sont tout autant de systèmes de représentation du réel. Donc, je vais parler essentiellement des langues, puisque c'est le système le plus vaste. C'est pour ça que la linguistique s'occupe essentiellement des langues. Donc, quels sont les signes de la langue? Alors, c'est encore une autre chose qui est très souvent où les choses sont très mélangées, parce on a tendance à croire que les langages sont une espèce de package dans lequel tout est compact, et pas du tout. En vérité, les langues sont des millefeuilles, pour utiliser une autre métaphore, où il y a énormément de types de variations qui justifient pas mal d'études, notamment de la sociolinguistique. Donc, au fond, c'est quoi une langue? C'est un ensemble de sons que, techniquement, on appelle des phonèmes. Leur assemblage donne des morphèmes, c'est-à-dire les plus petites unités de sens. Avec ça, on va faire du lexique, c'est-à-dire le vocabulaire d'une langue. C'est ce qu'on cherche de manière canonique dans un dictionnaire. Et puis tout ça est organisé par la syntaxe. Et l'étude de tout ça, c'est ce qu'on appelle couramment une grammaire. Donc, entre le signe de Saussure, où il associait un concept qu'il appelait un signifié, et son image acoustique, c'est-à-dire le signifiant, il y a une grande différence, puisque Saussure, il s'attaquait à étudier la langue en tant qu'entité sociale. Ce n'est pas du tout vraiment le cas de nos sociétés actuelles, sauf quand on s'occupe des langues elles-mêmes. On a dans tout ce système, qui est assez complexe, on a de la transparence si tout l'ensemble est partagé. Et bien entendu, si le code est bien interprété. Mais cela ne suffit pas. J'ai besoin de distinguer deux autres choses. Contexte et situation. Et c'est là où le traitement des ambiguïtés, que ce soit pour le mettre dans un ordinateur ou pour vivre dans la vie courante, devient intéressante. Il y a un traitement d'ambiguïté autant dans la langue que dans la culture. Je dis toujours à mes étudiants, pour les distinguer, pensez que dans le contexte, il y a texte. Et dans situation, il y a site. Il y a lieu, il y a espace. Et comme règle mnémotechnique, c'est quand même assez utile. Donc on va voir d'abord qu'est-ce qui se passe avec l'ambiguïté dans la langue. Si je dis par exemple, Pierre demande à sa mère de sortir, est-ce que c'est transparent? Non. Je ne peux pas décider qui doit sortir, c'est Pierre ou sa mère. C'est la situation
qui me dit qui va sortir. Si j'entre dans cette pièce et je dis « Ouf, qu'est-ce qu'il fait chaud ici ?» ou je constate la température atteint tant de degrés et pour moi c'est trop chaud, ou est-ce qu'au fond je ne veux pas dire « Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse d'ouvrir une porte ?» C'est ce qu'on appelle la pragmatique. Donc c'est la situation qui permet de décider. Dans les deux cas, si je veux expliquer ceci avec la langue, j'ai besoin du contexte. C'est-à-dire, il faut que je décrive la situation que je suis en train de vivre. Et c'est là où le contexte apparaît. Parce qu'un texte, au fond, c'est un ensemble d'énoncés. Tandis qu'une situation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une organisation espace-temps. On comprend, c'est transparent. On ne comprend pas, alors c'est opaque. La deuxième situation est liée à la culture. Et quelque chose qui fait un peu enrager les ordinateurs, c'est des phrases qui peuvent nous paraître extrêmement banales. Si je dis « le procureur de la République de Nantes », tant qu'on est en langue et en culture française et en France, c'est parfaitement transparent. Mais un ordinateur ne réfléchit pas de la sorte et il peut poser la question « il y a une République de Nantes ». Or que pour nous, c'est transparent puisqu'on sait que la République de Nantes n'existe pas et qu'il y a une République française qui est le procureur d'une personne dont le travail est d'être procureur de la République dans la ville de Nantes. Un ordinateur a terriblement du mal avec ça. Donc il y a énormément de programmes de désambiguïsation pour traiter ce genre de problèmes. C'est transparent pour nous, encore une fois. Mais ce n'est pas encore suffisant pour parler de la transparence et le langage. D'abord, parce qu'il faut ensuite continuer en train de faire une distinction entre sens et signification. D'ailleurs, tous les ans, quand j'ai des étudiants chinois, c'est un défi que de faire comprendre qu'est-ce que c'est que cette situation pour nous, dans nos civilisations, où la chose est relativement accessible. Pour d'autres civilisations, cette distinction sans signification, ils ne se sont pas posé la question de cette manière-là. Donc c'est très très dur. Mais bon, je dirais plutôt que le sens, il n'est ni transparent ni opaque, il est translucide. On n'a pas parlé de translucidité pour l'instant. En revanche, la signification, elle serait transparente. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un autre phénomène qui vient rajouter de la complication. C'est la polysémie. Bréal, le père de la sémantique, disait que plus une langue est polysémique, plus elle a des traces d'expérience. Ce n'est pas faux. Bon, on a beaucoup évolué en polysémie depuis. Mais si je dis livre, en tant qu'unité lexicale, en tant qu'unité graphique, blanc, L-I-V-R-E, blanc, est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ça a du sens, mais ça n'a pas une véritable valeur tant que je ne l'ai pas mis en contexte, tant que je n'ai pas fait une énonciation qui est valable dans une situation précise. Et quand je vous dis « ce livre coûte une livre et pèse une livre », votre cerveau détecte parfaitement bien à quoi chaque livre réfère. Encore une fois, la séquence phonique est exactement la même et il faut se tromper, d'autant plus qu'en français, du point de vue phonologique, il est très difficile de trier pour tous les traits qui vont caractériser un son. Mais je rajoute encore une couche à ce millefeuille, puisque la langue n'a pas dit son dernier mot. J'ai oublié